Voici un pilote canadien typique. Chaque jour, les Canadiens, comme lui, laissent la sécurité d'avoir les deux pieds sur terre et prennent leur envolée. Attentionné et méthodique, il représente les plus de 40 000 pilotes autorisés de l'aviation générale. Une fois en vol, il voyage sur de grandes distances au-dessus de terrains inhospitaliers, dans des conditions météorologiques difficiles. Parfois, en raison de difficultés mécaniques imprévues, de changements soudains des conditions atmosphériques ou d'une erreur humaine, leur vie et celle de leurs passagers prend un virage pour le pire. Il n'y a pas un pilote au monde qui part en prévoyant ne pas revenir. La plupart disent qu'un accident se produit vite comme ça. Bang! Quelque chose ne va pas bien ou ils font une erreur. L'instant suivant, ils se retrouvent au sol à se demander comment ils y sont arrivés. Le dernier moyen de défense, le seul appareil à bord qui, lors d'un écrasement, fonctionne automatiquement et indépendamment de tous les autres instruments électroniques, est la radio balise de secours ou ELT. Il existe deux genres d'ELT. Le premier fonctionne à une fréquence de 121,5 MHz, la fréquence déclarée fréquence internationale de détresse des aéronefs dans les années 1950. Les radiobalises n'étaient pas conçues pour fonctionner avec des satellites. Elles n'avaient pas la stabilité de fréquence requise pour localiser de façon précise. La fréquence s'égare un peu et on ne peut pas aboutir à une position précise la première fois qu'un satellite passe. Elles ont donc mis le désordre. Le second modèle envoie un signal numérique sur une nouvelle fréquence, 406 MHz. On l'a élaboré pour régler des problèmes éprouvés avec le modèle 121,5. Si la balise est une balise 406, presque instantanément, un satellite va collecter l'information et puis savoir votre nom et votre adresse et votre numéro de téléphone, et puis on peut tenter de vous contacter. Quand un ELT est activé, le signal est envoyé en l'air à des centaines de kilomètres à un satellite en orbite autour de la Terre. Avoir des satellites, c'est comme avoir des yeux dans le ciel, l'espace. Donc, puisqu'on les a, on peut détecter des signaux ou des balises de détresse plusieurs fois par jour. Ce sont de vraies scènes de recherche et de sauvetage qui ont bien fini plus de 3600 fois et ont sauvé plus de 12 000 personnes à l'échelle mondiale. 30% sont liés à l'aviation. Nous avons examiné tous les incidents de recherche et de sauvetage où il y avait des survivants. Et nous avons constaté des taux de survie plus élevés quand nous pouvions nous rendre au lieu de l'écrasement le plus rapidement possible. Nous avons découvert qu'après environ 72 heures, les taux de survie sont extrêmement faibles, probablement moins de 10%. Ceci a renforcé la notion que si nous voulions des survivants d'écrasement d'aéronefs, il fallait nous rendre rapidement. C'est de là que viennent les ELT et les satellites. Nous nous rendons beaucoup plus rapidement qu'avant, quand nous devions fouiller des milliers de kilomètres carrés de terrain visuellement ou essayer de déceler un aéronef brisé dans les arbres ou la neige, peu importe. La constellation de satellites qui détecte ces alertes de détresse et avise les autorités de recherche et de sauvetage s'appelle Cospas-Sarsat. Le 30 juin 1982, Cosmos 1383 est lancé de Plesetsk dans le nord de la Russie. Il s'agit du premier satellite transportant la technologie expérimentale Cospas-Sarsat dans sa charge utile. En quelques mois, cette expérience enregistre son premier succès. Le 9 septembre 1982, un Cessna monomoteur piloté par Joel Zegelheim effectue un circuit de recherche au-dessus des Rocheuses dans le nord de la Colombie-Britannique. Avec ses deux passagers, Zegelheim cherche un aéronef qui a disparu plus de 7 semaines auparavant. Tout à coup, son avion, incapable de s'élever au-dessus de la pente abrupte d'un canyon, s'écrase dans les arbres. Ce qui se produit ensuite est un moment historique qui lance la recherche et le sauvetage dans l'ère spatiale. Dès que le retard de Zegelheim est signalé, une première recherche a lieu sans succès. Alors on me demande si je peux utiliser le système de communication par satellite pour aider. À 2 heures du matin, heure du Pacifique, le satellite Cospas 1 de la Russie détecte un signal de détresse de 121,5 MHz dans les Rocheuses. Le satellite russe avait relayé le signal aux autorités canadiennes de recherche et de sauvetage.
Nous procédons en fonction des coordonnées qu'ils nous ont fournies. À environ 16 km de l'écrasement, nous détectons le LT. C'est à ce moment que je vois une tente et des blessés. C'est là que nous intervenons. Le monomoteur s'est écrasé à environ 80 km de sa trajectoire de vol prévue, bien à l'extérieur de ce qui aurait constitué la zone de recherche principale. Sans le satellite COSPAS, il nous aurait fallu 3 à 4 jours, peut-être une semaine, pour trouver des survivants. Et si nous avions attendu aussi longtemps, avec le genre de blessures qu'ils avaient, il y aurait probablement eu des morts. Ils n'auraient pas survécu. Le fait d'avoir trouvé Ziegelheim et ses passagers prouve sans l'ombre d'un doute l'efficacité de la technologie en ce qui concerne la recherche et sauvetage. C'était une invention merveilleuse parce que ça nous évitait tant d'ennuis. Nous pouvions localiser l'aéronef et les gens qui avaient besoin de secours, au lieu d'avoir à chercher pendant des jours. Parfois, avec ces recherches visuelles, dans certaines conditions, particulièrement en hiver, quand il vient de neiger, on est chanceux de les trouver ou on ne les trouve pas. Cependant, des problèmes ont bientôt émergé. Le 121,5 MHz était déjà la fréquence internationale de détresse des aéronefs. Utiliser la même fréquence pour le système de satellites de recherche et de sauvetage, à la longue, aurait autant de limites que d'avantages. Il y a une multitude d'appareils électroniques au Canada et dans le monde qui peuvent transmettre sur 121,5. Des fours à micro-ondes, des appareils pour ouvrir les portes de garage dans votre maison qui s'adonnent à transmettre sur 121,5. De fausses alarmes peuvent être activées par les ELT par l'entremise d'erreurs de pilote. S'il s'agit d'une fausse alerte à un aéroport où l'aéronef est dans un hangar, il est bon de savoir que personne n'a de mal. Mais parfois, il est aussi frustrant d'avoir à sortir dans des intempéries pour découvrir qu'un ELT démonté à des fins d'entretien n'est pas bien fixé et à déclencher le déploiement de ressources de recherche et de sauvetage. En fait, 98% des alarmes que les autorités de sauvetage reçoivent sur la fréquence 121,5 sont de fausses alarmes. Donc, lorsqu'on a une première détection, on attend et puis on l'observe. On attend qu'un deuxième satellite, sur une orbite différente, capte la même détection au même endroit. Lorsqu'on a deux détections, à ce moment-là, on commence à prendre action formelle. Et puis, si une recherche en communication ne nous donne pas l'information qu'on veut, après un certain temps, là, on commence à envoyer des ressources. Le Centre de coordination communique avec NAV Canada, l'organisme qui fait le suivi des aéronefs en vol, l'informe de la détection d'un signal de 121,5 MHz et demande son assistance. Si le signal est localisé, ça nous permet, en les contactant d'autres pilotes, de leur demander d'avoir un œil sur leur route de vol pour voir s'ils ne pouvaient pas localiser l'appareil ou par une radiocommunication s'ils entendent des communications en provenance de cet appareil. Le plan de vol et le ELT sont les deux moyens à notre disposition pour entreprendre des recherches par moyen de communication. Alpha Bravo Charlie, pouvez-vous monitorer la fréquence 121,5 pour voir si vous avez un signal ELT? Des heures précieuses s'écoulent avant que l'on puisse déclarer le signal de détresse 121,5 réel et que l'incident devienne un cas de recherche et de sauvetage. OK. Le signal de LT se trouve à 49,95 et 96,30. Un des groupes de bénévoles auxquels ils ont recours est l'ACRSA, ou Aviation civile de recherche et de sauvetage aérien. La Défense nationale a recours à l'ACRSA quand elle a besoin d'aide. Cette aide prend deux formes. Fournir des observateurs pour les aéronefs militaires ou, avec nos aéronefs, fournir une première réponse pour les incidents locaux. Nous demandons à notre équipage d'aller à l'aéroport, de préparer sa feuille de mission et de faire le tracé sur sa carte. Ensuite, nous décollons et nous entretenons un lien de communication avec le Centre canadien des opérations de sauvetage à mesure que la recherche progresse. OK, on voit le lieu de l'écrasement. Les pilotes et les observateurs de la CRSA, qui sont des bénévoles du secteur de l'aviation, font tout ce qu'ils peuvent pour aider les pilotes et les gens perdus dans la brousse.
Réalisant les lacunes du modèle 121,5 MHz, Cospas Sarsat a eu recours à la technologie numérique pour élaborer un nouveau genre de radiobalise de détresse qui procure beaucoup plus qu'un signal de ralliement. La nouvelle balise, plus puissante, fonctionne à 406 MHz, une fréquence exclusive d'application unique qui ne peut être activée par aucun autre genre d'équipement. Quelques bits au début du message identifient qu'il provient d'une radiobalise de détresse à 406 MHz. Les systèmes de réception au sol vérifient ces renseignements. Si ces bits ne sont pas là, alors le système considère qu'il ne provient pas d'une balise de détresse. Elle présente également une amélioration importante en matière de précision. La précision dépend du genre de balise que l'on a. Pour les balises à 121,5 MHz, les plus anciennes balises, la précision est généralement de 12 à 20 km. Du point de vue des équipes de recherche, quand la précision est de 20 km, il faut explorer une zone de la grandeur d'une ville. C'est donc une grande zone de recherche. Si l'on cherche une balise à 406 MHz qui a une précision de 2 à 5 km, la zone de recherche correspond à un quartier. C'est donc un secteur beaucoup plus restreint. Et l'appareil compte une autre amélioration. Avec la balise à 406 MHz, on vous détecte immédiatement. Aussitôt que le signal est déclenché, les satellites géosynchrones ou les satellites en orbite le détectent et ils peuvent fournir une position au centre de recherche et de sauvetage littéralement quelques minutes après le déclenchement de l'ELT. Le modèle 406 enlève la partie recherche des opérations de recherche et de sauvetage. Les centres de recherche peuvent alors diriger un aéronef à la position au sol. Si vous êtes là, ils voleront au-dessus de votre tête en quelques heures. C'est rapide, beaucoup plus que si vous aviez une balise à 121,5 MHz. Et si vous êtes gravement blessé, c'est ce qui fera la différence entre la survie et la mort. Le système 406 MHz offre un autre avantage technologique, un avantage qui aide les sauveteurs à déterminer qui est en détresse presque tout de suite. Dans ce signal numérique, on a codé un chiffre unique à cette balise en particulier. Si cette balise est enregistrée, on peut corréler avec le propriétaire de la balise, le numéro de téléphone, et ainsi de suite. Le genre de bateau ou d'aéronef où elle pourrait être. Et grâce à un appel téléphonique, savoir s'il s'agit réellement d'une détresse. D'ici 2009, l'ancienne fréquence de 121,5 MHz ne sera plus traitée par le système de satellite. Après cette date, les balises à 121,5 MHz n'offriront plus de capacité d'alarme à leurs propriétaires. Pour eux, la recherche et le sauvetage reculeront de 20 ans. Ceci signifie que nous retournons à l'époque d'entre 1972 et 1977, où quelqu'un avec une radiobalise à 121,5 MHz pouvait être détecté par un autre aéronef et non par satellite. Et sans les satellites, vous demandez aux gens de vous chercher visuellement ou électroniquement, souvent dans des intempéries, à la noirceur. Ce seraient les équipes de l'ACRSA ou de la recherche et du sauvetage qui auraient à sortir pour essayer de détecter l'ELT ou pour essayer de vous trouver visuellement. Vous les mettez en danger en n'ayant pas le meilleur équipement offert pour vous sauver la vie, comparativement à ce que vous feriez avec un modèle à 406 MHz. Au Canada, au moins 47 personnes ont perdu la vie parce qu'elles ont participé à une mission de recherche et de sauvetage. En 1986, une tragédie s'avère particulièrement navrante. Un aéronef léger transportant 2 personnes disparaît. Un deuxième aéronef transportant 3 personnes part à sa recherche et disparaît aussi. Ensuite, un troisième aéronef de recherche, un Twin Otter des forces canadiennes, transportant 8 personnes, s'écrase également. Ce n'est qu'au 20e jour de recherche que les 3 aéronefs sont récupérés. Aucun survivant. Les autorités de recherche et de sauvetage ont beaucoup plus confiance en la technologie numérique. Les radiobalises à 406 MHz sont beaucoup plus avantageuses que celles à 121,5 MHz. Nous savons où se trouve le signal et surtout qui est le propriétaire de la radiobalise. Ceci nous permet de résoudre beaucoup de fausses alertes avant le déploiement de l'aéronef. La technologie numérique 406 MHz s'est avérée fiable et efficace. On l'a employé avec succès dans des situations de détresse maritime pendant plus de 10 ans. Le 5 avril 1999, Claude Bistoquet réalise la valeur réelle de sa balise de détresse à 406 MHz. Lors d'une traversée de l'Atlantique à 650 000 marins de Cape Cod au Massachusetts,
son trimaran, l'Acapella, pris dans une tempête avec des vents de 60 à 70 nœuds, chavire soudainement. Lui et son membre d'équipage, François Forestier, sont dans de beaux draps. La garde côtière américaine, aidée d'une équipe canadienne de recherche et de sauvetage, répondent. Il n'y avait aucun moyen pour demander de l'aide, bien qu'ils aient eu à bord l'équipement électronique le plus récent. Cependant, ils avaient un EPIRB à 406 MHz. Grâce à ce système, nous avons pu déterminer le moment et le lieu de l'accident. Nous savions où ils étaient et le moment auquel ils ont allumé cette balise, quand le satellite a capté le signal. Nous connaissions le nom et la description complète du bateau. Après avoir parlé à leur famille, nous savions combien de personnes étaient à bord, leur expérience, le fait qu'il y avait un compartiment étanche et beaucoup d'autres renseignements. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons envoyé les 2 nageurs sauveteurs dans cette mer de 8 mètres. Ils ont nagé jusqu'au bateau chaviré. Les 2 membres de l'équipage, 2 citoyens français, sont sortis. Ils ont grandement coopéré. On les a remontés dans le harnais, un après l'autre, jusqu'à l'hélicoptère. Ils souffraient d'hypothermie faible à moyenne. À part ça, ils étaient en bon état. Donc, comme on dit dans le monde de Cospas-Sarsat et dans celui de la recherche et du sauvetage, 2 vies sauvées. Parce que la synchronisation est critique dans les opérations de recherche et de sauvetage, le système de 406 MHz présente une énorme amélioration technologique. Prenons le cas de Benoît Boulet. En mai 2000, le pilote d'hélicoptère se retrouve seul et gravement blessé sur la glace polaire près de Resolute Bay, au Nunavut. Ces 2 passagers sont morts sur le coup. La mission qu'on avait à faire, je travaillais avec des scientifiques qui faisaient l'étude des ours polaires, leurs habitudes, la façon qu'ils se nourrissent spécifiquement à ce moment-là. Et quand c'est vu le temps à nous autres de s'en retourner, là, les nuages étaient pas mal plus présents. J'avais de point de repère sur l'île au sud pour décoller. Donc, j'ai décollé avec les points de repère sur l'île. Et puis, après ça, quand je suis arrivé pour retourner vers Resolute Bay, c'est à ce moment-là que je suis rentré dans ce qu'on appelle le phénomène de voile blanc. Et en essayant de ressortir, donc de retourner vers l'île, on a malheureusement frappé la glace. L'écrasement comme tel, je me souviens d'absolument rien. C'est le noir total là, du moment que l'hélicoptère touche la glace et jusqu'à ce que je me réveille là, sur la glace après. Donc, ma jambe gauche était fracturée complètement. J'avais une fracture à la cheville droite. Mon bras droit était fracturé complètement, puis j'avais des fractures à ma main gauche. J'ai essayé de voir, j'avais 2 passagers avec moi, mes 2 passagers, si j'étais capable de leur parler, il n'y avait aucune réponse. J'ai vu qu'il y avait de l'équipement de survie un peu plus loin des sacs de couchage, donc j'ai rampé jusqu'au sac de couchage pour récupérer puis essayer de me protéger un peu des éléments. 7 heures après l'écrasement, les autorités de Resolute s'inquiètent et commencent une recherche. Elles connaissent le secteur général où il se trouve. Des réservoirs pleins et la nature du travail signifient que le secteur de recherche est énorme. Au cours des 6 premières heures suivant l'écrasement, 9 satellites Cospas-Sarsat passent sans toutefois détecter le signal. Ensuite, Cospas-4 entend une courte rafale provenant de la balise de détresse de 121,5 MHz de Boulet. Mais le signal disparaît vite. Parce qu'il s'agit d'un 121,5, le centre de recherche ne peut pas vérifier s'il s'agit d'un signal de détresse avant d'être informé 1 heure plus tard de l'hélicoptère en retard. Le centre de recherche a seulement assez de données pour rétrécir le secteur de recherche à 160 km². Nous avons découvert que le LT était monté sur une fenêtre ou un cadre de porte à l'avant, près du pilote de l'hélicoptère. Quand l'hélicoptère s'est heurté contre la glace, ses composantes se sont démontées et elles se sont grandement endommagées. L'unité même s'est débranchée de l'antenne. Elle est tombée à l'envers, dans la neige. Elle ne fonctionnait pas très bien, mais elle fonctionnait suffisamment pour que nous le sachions. Cependant, elle ne pouvait pas émettre son message. Le signal revient brièvement quelquefois, mais pas assez fort ou assez longtemps pour que les chercheurs repèrent sa position exacte. 10 heures s'écoulent avant que l'on trouve le pilote. Le déroulement aurait été différent avec une radiobalise à 406 MHz.
La radiobalise à 406 MHz transmet des signaux environ 100 fois plus puissants que ceux du modèle à 121,5 MHz. Donc, même si elle avait été endommagée, on l'aurait probablement détectée plusieurs heures avant. Ceci aurait permis d'initier le sauvetage beaucoup plus tôt. Il te passe toutes sortes de choses à ces moments-là dans la tête. Tu penses premièrement à tes proches, ma blonde, mon fils, mes parents, ma famille. Tu penses à survivre, surtout survivre. 13 heures après l'écrasement de l'hélicoptère, un Twin Otter trouve Boulet, à moitié conscient, blotti dans les débris. J'ai entendu l'avion passer au-dessus de moi et je l'ai vu revirer de bord. Je leur ai signalé et puis quand il a repassé, eux m'avaient vu faire le signal et il a battu des ailes un peu, là, envoyé ses ailes d'un côté à l'autre et j'ai su vraiment qu'il m'avait retrouvé. L'aéronef atterrit près des débris. Boulet est aéroporté à Resolute Bay puis à Ottawa. Le pilote a attendu probablement plus longtemps qu'il ne l'aurait fait autrement en raison des problèmes de développement de signal. Il doit s'être demandé si on avait reçu son signal, si on savait que c'était lui qui était en détresse. Dans le cas d'une radiobalise à 406 MHz, le code d'identification du signal de détresse aurait avisé les forces de recherche et de sauvetage de l'identité de la personne recherchée. Ceci aurait permis d'entreprendre les efforts de sauvetage plusieurs heures plus tôt. 801 Papa November. Récemment, quand un signal d'ELT à 406 MHz est arrivé au centre de contrôle des sauvetages des forces aériennes américaines à Langley, on a prouvé sans l'ombre d'un doute à quel point cette technologie avancée fait une grande différence en situation de recherche et de sauvetage. Il s'agit d'un ELT, un ELT SCTA, si on se fie aux données d'enregistrement. Aujourd'hui, nous avons eu un signal d'aviation à 406 MHz enregistré et non localisé. Quand nous avons résolu la situation, elle n'avait pas vraiment duré assez longtemps pour que la rafale initiale de coordonnées entre, mais les données sur l'enregistrement étaient à jour. Il a fallu faire 2 appels. Le premier au travail, nous avons laissé un message, le deuxième à la maison. C'est lors de cet appel que nous avons pu parler à la personne dont le nom figure dans les données d'enregistrement. Nous lui avons posé des questions sur son aéronef. Il a dit qu'il était dans le hangar et qu'il vérifierait. Au bout de 5 minutes, il a rappelé pour dire que l'aéronef était en sécurité. Il travaillait sur le LT et ils l'ont activé par accident. Donc, du début à la fin, je ne pense pas qu'il a fallu 10 minutes pour résoudre le cas. Parce qu'il s'agissait d'un modèle à 406 MHz et qu'il était bien enregistré, nous avons pu régler la situation. Avec une radiobalise à 121,5 MHz, ceci aurait été impossible. Trouvé dans un hangar à Bedford, au Massachusetts. Il va vérifier maintenant. Résolu. L'incident s'est conclu grâce à quelques appels téléphoniques au lieu d'une recherche inutile qui aurait pris des heures à vérifier et à suivre et un gaspillage de précieuses ressources de recherche et de sauvetage. Les balises numériques à 406 MHz sont plus coûteuses que les balises analogues plus anciennes. Transport Canada et l'industrie des équipements pour l'aéronautique travaillent fort pour changer cette réalité. En élaborant ce projet pour la radiobalise à 406 MHz, nous tentons de réduire le coût de l'appareil. Nous croyons qu'il importe beaucoup d'avoir un ELT qui soit abordable pour les pilotes et pour l'aviation en général. Alors, nous faisons de la recherche et du développement pour baisser le coût de cette unité autant que possible. Les pilotes sont hésitants à échanger leur radiobalise à 121,5 MHz contre le modèle à 406 MHz, et ce, en raison du prix plus élevé. Alors, si nous pouvons réduire le prix à celui qu'ils ont l'habitude de payer pour l'unité 121,5 MHz, nous espérons ouvrir ce marché et maintenir la sécurité de vol de ces pilotes. Nous essayons d'incorporer dans le LT certaines des technologies de pointe utilisées dans les téléphones cellulaires et les téléavertisseurs, en vue de profiter des économies d'échelle que ces industries ont pu réaliser. Les balises à 121,5 MHz sont servies à leurs propriétaires pendant plus d'un quart de siècle, mais elles s'en vont comme les téléphones à cadran, les barbecues au charbon de bois et le code Morse. La plupart des radiobalises à 121,5 MHz utilisées de nos jours ont été conçues à la fin des années 1960. Il y a donc 30 ans qu'elles existent. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un risquerait sa vie en employant une technologie d'il y a 30 ans quand il peut maintenant se procurer des unités à 406 MHz. Elles sont beaucoup plus efficaces, elles accomplissent davantage. Leur rendement technique est supérieur et de beaucoup.
Comme partout ailleurs, la technologie s'immisce dans notre secteur et certains de ces progrès technologiques révolutionneront notre façon de faire. L'ELT à 406 MHz confère des avantages technologiques maintenant. Il s'agit d'un appareil essentiel qui sauve des vies et qui devrait être à bord de tous les aéronefs. Avec un entretien annuel et des piles bien chargées, votre balise aidera les pilotes, les passagers, les membres inquiets de la famille et ceux qui risquent leur vie pour vous venir en aide. Les ELT à 406 MHz pour couper la recherche de la recherche et du sauvetage.